Bienvenue sur la FM 100.9. Les arts à l'honneur aujourd'hui, Gilles, dans mes meilleures années. Les arts ou les arts? Les arts, non, les arts dans le sens très culturel de la Moi, chose. j'avais pris un sens beaucoup plus générique. J'allais dire dans la culture, encore une fois, dans la culture stéphanoise. Bonjour à tous, bienvenue. C'est mes meilleures années. On démarre en forme, comme tous les jours, comme toutes les semaines, pardon. Cette semaine, on a de la chance parce qu'on a deux Philippe. Alors, on a un Philippe en régie et on a un Philippe comme invité. C'est un sculpteur de renom aujourd'hui. On en parle partout. Je vois des articles passer, je vois des photos, des sculptures magnifiques. Maintenant, on en a même un qui est Premier ministre. Donc, Ouais. Philippe Buil, bonjour. Alors je vous entends pas, est-ce qu'il y a un problème? c'est normal. C'est normal. Ça va être bon. Donc je recommence, Philippe Buil, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur Loire FM. Et puis on a de la chance, on a une invitée surprise, mais j'en dis pas mieux, on la découvrira cette invitée surprise dans la deuxième partie, toujours dans le monde de l'art. Alors Philippe Buil, on va pas se dire de bêtises, ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît. Oui. On avait prévu de se voir pour une émission de radio et puis c'est toujours difficile de caler les agendas. Alors je suis très heureux de vous avoir et on va un peu dérouler votre parcours. Alors moi je sais que vous êtes né à Marseille. Oui, tout à fait. Je suis né dans les quartiers nord de Marseille. Expliquez-nous un peu votre parcours. Mon parcours est assez simple, un père fonctionnaire, donc à partir de ce moment-là, des déplacements réguliers, comme ça se faisait à l'époque. Fonctionnaire dans quel secteur? La Poste, le groupe La Poste. Et puis donc forcément, à chaque fois que papa passait un concours, et il en a passé pas mal, et on se déplaçait. Donc et puis sur le coup je devais avoir à l'époque 5-6 ans, je me souviens plus exactement, j'ai débarqué à Saint-Étienne. Voilà, donc l'époque marseillaise, peu de temps. Finalement, c'est vague comme souvenir. Alors c'est pas vague du tout, parce que en fait mes grands-parents sont restés à Marseille. Ah donc il y avait les vacances. Voilà, et il y avait les vacances et évidemment le midi de la France en été c'est bien quoi. Voilà, ouais. Et il y a des belles rencontres à faire et voilà. Et l'autre partie de la famille était à Béziers, donc du coup entre Languedoc, Roussillon et Provence, ça a bercé. Donc j'ai envie de dire une culture assez du sud. Oui, tout à fait. Une culture du Sud et un accent perdu, mais que je retrouve instantanément dès que je passe quelques heures à Marseille sur le port. Il n'y a pas de souci. Alors je pense qu'à l'époque, quand vous aviez 5-6 ans, ça n'a pas vraiment été un choc, mais ça a quand même dû avoir un effort de passer de Marseille à Saint-Étienne. Alors je veux dire non. Déjà on voit plus la mer, ou alors il faut monter haut, peut-être monter au PSA pour apercevoir la mer. Tout à fait. Non, en fait, avant d'arriver à Saint-Étienne, on est passé par Provins, dans le nord de Paris, et là c'était une ville avec un grand château, des choses un peu sympathiques et puis une seule année passée à Provins. J'ai même pas fini l'année scolaire. Ouais. D'ailleurs c'était un prémisse, c'était pas la première que je finirais pas. Et du coup à partir de là on est atterri à Saint-Étienne et puis après par la suite un petit pavillon à la Talaudière et mes parents mon père a continué à passer des concours, mais cette fois-ci, il n'y a plus que lui qui voyageait. Donc d'accord. En fait, il était absent la semaine et on le voyait le week-end. Donc toutes vos études, toute votre scolarité, votre parcours, c'est à Saint-Étienne, quoi. Ouais, Pierre et Marie Curie à la Talaudière, le lycée du Portail Rouge en sportive au lycée du Portail Rouge. Vous faisiez quel sport? Alors, la classe dans laquelle j'étais préparait à devenir prof de sport et donc on touchait tous les sports et donc il y en avait un certain nombre qui étaient dans des divers domaines. Moi, les miens étaient essentiellement à l'époque la natation et le tennis. Donc vous étiez parti pour être prof de gym en gros, quoi. Voilà, tout à fait, j'ai dérapé en route. Ouais, non, mais il y a d'autres dérapages qui sont plus difficiles ou plus incontrôlables. Et ce parcours qui vous fait devenir, je pense qu'il y a eu un long chemin pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors oui, et puis paradoxalement assez non, puisque ma mère est verrière, donc ma mère sculpte le verre depuis toujours. Je l'ai toujours vu sculpter et moi j'ai commencé à sculpter, je devais avoir une dizaine d'années, très très jeune. Quand vous dites sculpter, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Parce que c'est quoi sculpter le verre? Sculpter le verre, c'est le tailler, c'est le fondre, c'est le thermoformer, c'est le polir. C'est le chauffer aussi? Le chauffer aussi, oui. Donc il faut des fours spéciaux?
Il faut des fours spéciaux, ouais, ce sont des fours électriques en règle générale. Et votre mère faisait ça pour le plaisir ou alors en tant que professionnelle? Alors elle a toujours fait ça que pour le plaisir. Ouais. Elle avait la chance d'avoir un mari qui gagnait suffisamment sa vie pour ne pas avoir de problème de fin de mois. Et donc, j'allais dire, à l'instar de quelques grands sculpteurs, j'allais dire... Elle a été perturbé par un téléphone, c'est pas grave. On est en live, il n'y a aucun souci. Reprenez votre fil. Donc on était dans la verrerie. Voilà, on était dans la verrerie. Donc à l'instar de quelques grands sculpteurs par le passé, ma mère n'avait pas du tout besoin de gagner sa vie en vendant les œuvres. Donc du coup, elle est restée amateur. Si on peut dire, parce que voilà. Elle faisait des expos de toute façon. C'est compliqué. Elle faisait des expos, quelques expos, mais peu en fait. C'était plutôt. Donc vous, petit à petit, vous avez mis la main à la pâte, si j'ose dire. Eh ben, j'ai grandi dans cette idée de la sculpture et des formes et des couleurs, etc. Et donc, voilà, ça a continué jusqu'à, je devais avoir une vingtaine d'années. Au bout d'une vingtaine d'années, le verre c'est très lourd, c'est froid. Alors soit c'est froid, c'est humide parce qu'on polit, soit c'est chaud parce qu'on est devant le four. Et ma mère n'a pas pu continuer. Et donc à partir de là, ma vie a basculé un peu plus dans les domaines industriels. Et je suis parti après un doc de biologie, dont je voyais pas bien ce que ça allait me servir d'ailleurs, parce que l'enseignement ou le laboratoire, c'était pas mon truc. Donc, on est parti. Je suis parti dans l'industrie des métaux. Voilà. Au départ, le chauffage. Après, j'ai fait un apprentissage avec un armurier. Et puis après, ça a continué. Et puis coutellerie, forge, fonderie, aciérie. Voilà. Et puis il y a environ. Alors je sculptais tout le temps. Voilà. Pour moi. C'est un besoin ou une passion? C'est les deux là? Les deux. Ouais. Les deux. C'est un besoin, c'est dans les gènes. Alors c'est un besoin parce que quand j'en fais pas, j'allais dire, je pète assez rapidement un câble, donc il faut que j'y aille, il faut que je fasse, et à la fois une passion parce que je peux pas partir dans une ville sans avoir fait la liste des sculpteurs qui sont dans la ville ou des monuments qui me semblent intéressants à voir, et donc à partir de là, forcément, les deux sont mélangés. Et puis il y a quelques années, un divorce, des enfants un peu écartelés, et puis la rencontre de Chantal, qui est aujourd'hui la directrice de la galerie, font que je pète un câble, je fonds un boulon, et je dis je m'arrête, je suis dans une entreprise où je gère à peu près 90 personnes. Je suis loin de l'atelier, loin de la matière, loin de ma passion. Et voilà. Et puis c'est la crise. Et donc, il y a 7-8 ans, je dis à Chantal, stop, on arrête tout. Je vais sculpter. Point. Et ça fait pas peur niveau... je ne sais pas comment m'exprimer, mais niveau, quand on est dans un cadre, travail, loyer, loisirs, quand on fait tout exploser, on n'a pas peur de dire demain, j'aurai pas d'argent pour manger, on n'a pas la peur de l'avenir quand on casse tous ces schémas? Alors ça reste une peur, mais après, quand on a un passé, j'allais dire, dans l'industrie, on sait mener un projet, on sait planifier, on sait mettre des jalons et se dire, si au bout de 2 ans, j'ai pas vendu une seule sculpture, il va falloir peut-être réorienter la barque. Donc vous avez tout lâché, mais vous aviez quand même une idée en tête en vous disant je vais monter une galerie et je vais vendre mes sculptures. Oui, tout à fait. Et bon, j'ai suivi un peu ce cheminement, donc je sais un peu comment je sais que il y avait un projet solide, que vous aviez fait des prévisions, que vous aviez pris le temps de tout étudier. Donc si vous avez aujourd'hui une réussite, elle était aussi un petit peu calculée. Mais donc il n'y avait pas cette peur, c'était une aventure calculée, voilà ce que je veux dire.
C'était une aventure, donc dans une aventure, il y a forcément une peur. Mais c'est aussi ce qui donne le goût du challenge. Ouais, tout à fait. Ce qui motive, ouais. ce qui donne envie de se lever finalement. C'est un peu ça qu'on dit, hein, qu'on définit. Donc on se dit, on va ouvrir une galerie. Là, ça se passe comment alors? On se projette sur 2 ans, on se projette sur, on doit chercher un lieu, on a besoin de réseau. Comment ça se démarre? Alors ça démarre d'abord par la création du sculpteur. Avant la galerie, c'est le sculpteur qui était pour nous important. Et le sculpteur, c'est vous? Oui. Mais vous l'aviez bien, là, vous le teniez. Voilà, celui-là je le tenais, donc ça c'était assez simple, mais il faut construire un atelier, il faut construire une ligne artistique qui soit intelligente, il faut vraiment avancer, mais en respectant les canons du système. On peut pas se lancer et dire on fait tout et n'importe quoi. Donc voilà. Donc au début ça a été le choix. Donc la sculpture ça a été assez facile parce que c'était facile pour moi de choisir ce domaine-là. Après le matériau de l'acier et du bronze, c'était pour moi une évidence. L'acier était plus évident que le bronze, mais avec le temps on a fait aussi du bronze. Et puis après l'idée c'était de vraiment aller montrer aux divers galeristes, j'allais dire ses créations, et à partir du moment où on montre les créations, eh bien, on a le retour des galeristes et forcément des professionnels du métier. Et puis les corrections à apporter, les chemins qu'on n'avait peut-être pas envisagés, les corrections. Ouais, les corrections, les découvertes. Peut-être aussi du conseil. Ouais, l'écoute du conseil. Voilà, je me souviens d'un monsieur qui était venu nous voir, et une critique d'art, et qui parmi toutes les œuvres m'avait dit celle-ci elle a vraiment de l'avenir, et pour moi c'était peut-être pas aussi évident que ça à cette époque-là. C'est encourageant en tout cas. Mais voilà, et donc écouter les uns, écouter les autres, pas trop écouter non plus, hein, parce que voilà, je voulais absolument garder mon côté artistique, ouais, tout à fait, ma ligne artistique. Et ma ligne artistique, elle est très proche de la ligne de ma mère, qui est du verre. Hein. Donc moi, je fais de la dentelle, d'acier et de bronze. Hein. Donc je fais beaucoup de transparence, voilà, beaucoup de légèreté. Mes sculptures, elles pèsent 2, 3, 4 kilos, guère plus. Et puis de l'autre côté, de faire quelque chose que personne n'avait fait. Voilà, ça aussi, c'était un leitmotiv. C'était vraiment d'aller vers quelque chose qui n'avait jamais été fait. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, même si on revient 8 ans avant, donc en 2010, est-ce qu'on peut dire en 2010 qu'il y a des choses qui n'ont jamais été faites encore? Oui, tout à fait. Il y a encore de l'espace pour des nouveautés? Oui. Ouais, il y a vraiment de l'espace pour la création, il y a de l'espace, vrai espace pour le travail de la matière différemment. Voilà, c'est et puis il y a des vraies places pour des recherches de lignes artistiques cohérentes au niveau des artistes. Il y a vraiment de la place. Oui, il y a de la place pour créer. Une question aussi, est-ce que quand on est artiste, qu'on crée, est-ce que si on est, je sais pas, moi je dis peut-être une bêtise, si on est à Paris, si on est à Bordeaux ou si on est à Saint-Étienne, c'est pas la même chose? Et pourquoi pas citer Marseille? Parce que c'était tellement facile. Alors on va dire Avignon, parce que sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Le lieu a une importance bien sûr, puisque le lieu nourrit l'artiste, mais l'artiste aujourd'hui avec Internet, il peut se nourrir d'à peu près tous les lieux du monde. On est à un clic de Tokyo, on est à un clic de Chelsea aux États-Unis. Oui, mais c'est des photos, c'est pas l'atmosphère, c'est pas le ressenti. Ouais, mais déjà ça c'est déjà un grand pas. On est plus dans la copie peut-être que de l'inspiration là. Non, on est dans l'inspiration. Sur des photos. Je pense que il faut pas oublier que c'est la chaîne des artistes est une grande chaîne. Et qu'en en fait, on peut pas dire qu'on a tout créé. Forcément, on s'est inspiré de quelque chose qui était avant. On peut pas arriver et dire voilà, j'ai tout créé de A à Z. C'est pas possible. Ou alors, il faudrait faire erase du disque dur et ne rien regarder et delete, voilà, et ça serait pas, enfin c'est pas possible quoi. On vit pas comme ça. Donc forcément le gréco-romain quand on est en Europe, eh ben il frappe beaucoup plus que quand on est en Chine où ce sont d'autres cultures, d'autres civilisations. Voilà, d'autres civilisations.
et forcément d'autres normes qui vont frapper l'œil. Et moi, j'avais envie de vous demander un peu quelles étaient vos influences, mais vous m'avez un peu répondu, c'est votre mère finalement. Oui, tout à fait. Et alors, si on veut transmettre de génération, votre mère s'inspirait aussi de quelque chose, de quelqu'un? Je sais pas. Vous n'avez pas eu des conversations Non, sur ce côté-là. Je sais juste que ma mère voulait devenir forgeron. Et que à l'époque c'était pas possible, une femme forgeron, pas possible. Voilà. Et voilà, ma mère, elle a 78 ans aujourd'hui, donc à l'époque c'était niette, quoi. Voilà. Et je pense que le feu qu'on retrouve dans le verre, le feu que moi j'utilise tous les jours. Parce que vous, si j'ai bon souvenir, hein, c'est au chalumeau que vous travaillez. Ouais, je travaille avec un chalumeau un C'est peu pas particulier. c'est plus à la bougie. Hein. Non, c'est plus à la bougie. Ou alors c'est une bougie, mais elle est à 8000 degrés. Donc elle pousse. On Voilà. bronze bien si on reste Voilà, à côté. tout à fait. Donc c'est au chalumeau. Oui, tout à fait. Donc je fais fondre des barres De métal. d'acier, de bronze, et je les fais tomber sur un lit de sable, c'est-à-dire c'est un sable un peu particulier. Il ressemble à de la neige en fait, si on veut s'imaginer. Avec la neige, on peut faire un bonhomme de neige, on peut faire un moule, on peut faire un peu tout, et en fait c'est un peu ce sable, il a un peu cette consistance. Et puis après, à une trentaine de centimètres au-dessus du moule, je vais laisser tomber les gouttes d'acier et de bronze. Et donc là, il va se passer un mécanisme très très particulier. En fait, je crée l'œuvre, mais comme je lâche la goutte, en fait, l'œuvre se co-crée en même temps que moi. C'est-à-dire que comme les gouttes tombent, en fait, elles vont à la fois avoir un degré de liberté et donc je peux pas dire moi demain matin je vais créer une sculpture. C'est je co-crée la sculpture. La sculpture elle naît au fur et à mesure du travail. Ouais, et elle a son On mot peut à pas dire. On peut pas dire je vais faire ça. Finalement, c'est à la fin qu'on dit voilà j'ai réalisé ça. J'ai réalisé ça. Ouais, tout à fait. Et donc chaque sculpture, c'est une aventure différente, ou alors c'est un peu toujours la même technique, c'est un peu les mêmes réflexes, c'est les gouttes, pour vous paraphraser, les gouttes, elles tombent toujours un peu de la même façon. Alors, elles tombent bien évidemment toujours de la même façon, mais on ne les fait pas tomber de la même hauteur, puisque un jour on est un peu plus haut, un jour on est un peu plus bas. Les gouttes, elles ont une taille. Elles vont être un peu plus grosses, un peu plus petites. Le moule en sable, il est un peu plus dur, un peu moins dur. Elle s'écrase ou elle s'écrase pas, elles rebondissent. Donc aujourd'hui, je peux pas dire je vais faire ça. Aujourd'hui, je peux dire je vais dans telle direction artistique et je vais faire, mettons, un buste féminin, moitié acier, moitié bronze. Ça va être assez facile. Je vais dire assez dentelé ou pas assez dentelé. Je vais mettre beaucoup de gouttes ou pas beaucoup de gouttes. Hein, c'est assez simple. Mais la sculpture finale, je ne la verrai qu'au démoulage. Et le démoulage, c'est quand je démoule la sculpture. Grosso modo, 80% de la sculpture elle est terminée. Mais à ce moment-là, on a une vraie découverte. Je découvre ce que j'ai fait, puisque je n'ai vu que l'arrière de la sculpture. Et donc, je vais c'est un peu comme de la drague. C'est une émotion. Ouais, il y a une émotion là, il y a un vrai partage. Surprise, émotion, ouais. c'est... Il y a un vrai partage. L'œil doit pétiller. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait travailler aussi avec d'autres matières? On pourrait, je sais pas moi, du cuivre, de l'or, ou alors c'est peut-être aussi des coûts qui font qu'on travaille avec cette matière-là? Alors, le cuivre, c'est pas possible parce que le cuivre, une fois chauffé, il devient tout mou et en fait, il n'a pas de structure. Donc, il pourrait pas faire une sculpture derrière, hein, ou tout au moins pas une sculpture là, en on est dans la partie dentelle. technique. Voilà, pas en dentelle comme je fais. La feuille d'or, je l'utilise. C'est une évidence parce que la feuille d'or, c'est intéressant, mais pas une sculpture complètement en or. Une sculpture de 4 à 5 kilos c'est pas les mêmes prix, au cours de l'or aujourd'hui. Et ça ferait une petite multiplication intéressante, mais voilà, c'est pas possible. Allez, on va faire notre première pause musicale. On reviendra dans la deuxième partie avec notre deuxième invité. On va parler de votre installation dans la galerie qui est toujours d'ailleurs rue de la République, hein, c'est Art Pluriel. Oui. On va partir en musique. Vous avez choisi alors Ivanhoe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette chanson et pourquoi ce choix? Alors, c'est le groupe ERA qui a mis en place cette chanson, en fait, qui est sur un album. Et c'est un musicien français, c'est Eric Lévy, qui a écrit aussi beaucoup de musique de film. Et je trouvais que c'était super intéressant de pouvoir mélanger un musicien français, bien qu'on a vraiment l'impression que ça ressemble à
Carmina Burana et du coup on a l'impression que c'est complètement étranger. Est-ce que pour être complet, quand vous travaillez, quand vous sculptez, vous travaillez en musique, est-ce que cette musique, ça vous influence aussi? Alors la musique m'influence, mais je peux pas travailler avec de la musique. Ouais, il faut du silence. Non, c'est pas ça. Il y a des gros ventilateurs. Ah, Parce que quand on travaille à 8000 degrés, il faut évacuer la chaleur. Et comme on évacue la chaleur, on l'évacue avec des choses qui font beaucoup de bruit. Donc on est dans un bruit, donc on n'a ouais, pas tout à le fait. lieu Non, d'écouter de la on musique. n'a pas la possibilité. Alors on en profite, on se repose, on se cale et on écoute le groupe Hera. Et la chanson c'est Yves Vanoé. On revient juste après dans la deuxième partie pour mes meilleures années sur leur FM. Chant un peu religieux, j'ai envie de dire. C'est un choix un peu particulier quand même, Philippe Buil. Et oui, mais c'est mes choix, Ouais. j'allais dire, personnels. Ah mais je critique pas, hein, je dis juste que c'est une ambiance assez particulière. Mais tu verras après, ça va Ah changer. bah, j'ai vu, j'ai la liste. J'ai la liste. Alors, deuxième partie de mes meilleures années, on est dans la culture, dans la sculpture. On a évoqué légèrement avant la chanson la naissance de la galerie Art Pluriel. Alors, je l'avais dit en début d'émission, on a une invitée surprise qui ne va plus être une surprise. C'est une jolie jeune dame, Sophie Georget. Bonjour. Oui, bonjour Gilles. Ça vous a étonné quand j'ai dit jolie jeune dame? Oui, Parce enfin, que ça m'a étonné, ça m'a fait sourire. Je vous remercie pour le compliment. Bah, je vous vous savez, remercie, je suis flattée. Je suis flattée. Philippe va vous le confirmer, je suis un peu faillot. D'accord. Et un cœur à prendre. Bon, allez, on va être sérieux. J'aime bien rigoler, mais il faut être sérieux aussi. Hein. Donc, Sylvie, on va vous présenter. Vous avez lancé une galerie qui s'appelle Chrysalive. C'est ça. Alors, moi, j'ai pas envie de raconter l'histoire. J'ai envie que ce soit vous qui la racontiez. Expliquez-nous un peu tout ça. Qui êtes-vous? Et puis, quelle est la vocation de cette nouvelle galerie? Une nouvelle galerie, C'est- voilà. Les nouvelles galeries sont parties de la Grande Rue. Il y a Ouais. une nouvelle galerie qui s'installe. Donc moi, je m'appelle Sylvie Georget. Je suis stéphanoise. Je suis née à Chazelles-sur-Lyon parce qu'il n'y avait pas de maternité à Saint-Galmier. Mais La patrie des chapeaux. La patrie des chapeaux, voilà. C'est pour ça que le casque me va bien. La patrie des chapeaux. Donc, je suis arrivée à Saint-Étienne à l'âge de 5-6 ans et je suis allée, j'étais scolarisée au Portail-Rouge. Alors, j'ai peut-être croisé Philippe, j'en ai pas souvenir. On a un an d'écart, donc on a dû peut-être se croiser. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. J'ai une formation en informatique. J'ai été formatrice en informatique dans le monde de l'entreprise. J'ai eu un certain nombre d'expériences professionnelles, toujours de belles expériences et une dernière expérience pour la ville de Saint-Étienne un peu douloureuse dans une maison de retraite, dans une EHPAD. Et j'ai choisi, des similitudes avec le parcours de Philippe peut-être, de démissionner de cette fonction. Parce que les choses étaient douloureuses pour moi dans le management des équipes, dans la détresse du personnel, dans la détresse des personnes âgées, et je pense aussi dans ma propre détresse où j'avais pas encore pris conscience que j'avais à devenir qui j'étais et que j'avais une autre place à prendre dans ma vie de femme. On est dans les grandes théories là. Ah oui, on est dans les grandes théories, mais je finalement- suis une femme très très pratique. Je vous ai dit que je me faisais la rends compte vaisselle. que nous trois autour de la table, et même d'autres personnes autour de nous, là, Oui. on arrive finalement à un stage de 40-45 ans où finalement tous, on est en train de tourner des pages et on vit une seconde vie. Bon, pas toi Philippe, parce que toi t'es un pépère, mais nous, on a un peu cette culture qu'on a cassé quelque chose et on est parti sur autre chose. Oui, Non alors moi j'ai envie de dire que je continue ma vie, moi. Je suis comme la petite chenille, mon nom, je m'appelle Chrysalive, et je suis comme cette petite chenille qui a vécu sa vie de terrienne mariée, 3 grands ados, plutôt en forme. J'ai vécu ma vie de terrienne, j'ai assumé mon quotidien. Par obligation ou parce que j'étais sur Terre. Et cette vie de petite chenille, j'ai fait mon passage dans mon petit cocon, là, dans ma chrysalide. Et ce passage dans ce cocon, je me suis laissé bousculer, je me suis fait bousculer et finalement, je suis arrivée à créer Chrysalive ou Chrysalive. Il y en a qui aiment dire pourquoi pas. Et Chrysalive, c'est les noms de mon prénom Sylvie. Et c'est l'ouverture vraiment à la vie et l'accompagnement à vivre sa vie en direct, en live. Je pense qu'à la radio, on connaît les lives. Mais qu'est-ce qui vous a amené justement à tout ce cheminement, tout ce parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie d'ouvrir une galerie? C'était finalement peut-être pas votre monde. Si on comprend bien que Philippe, finalement, c'est héréditaire, parce que c'était sa mère qui lui a transmis un peu le flambeau. Vous, ça vient comment? C'est une envie? On fait comment dire, en voiture, on met un coup de frein à main, et puis on fait un demi-tour, on change d'orientation?
le demi-tour, j'avais déjà tourné un peu. L'envie, donc au départ, moi, mon envie, c'était de faire de l'accompagnement de personnes, de l'accompagnement individuel. J'ai fait plusieurs formations en coaching avec un pédagogue américain et qui travaille sur les natures et les intelligences multiples, qui part du principe que dans notre monde scolaire aujourd'hui, les enfants ont défini un QI, alors que pour lui, on a plusieurs intelligences. Donc j'ai fait des formations là-dessus, donc plutôt pour accompagner donc l'individu vers une croissance. Et j'ai eu envie en même temps d'ouvrir les hommes et les femmes vers leur expression personnelle. Et ça peut passer par l'art. Mais ça peut passer par l'art, par la peinture, par la sculpture. C'est une des voies possibles. Et ça peut passer par l'écriture, mais ça peut passer par plein de choses. Et quand je me suis installée, l'idée de mon installation, c'était d'ouvrir un cabinet libéral en coaching de vie perso et professionnelle suite à cette expérience douloureuse dans la vie professionnelle, dans la vie de l'entreprise. J'ai eu envie aussi de conjuguer les talents et d'ouvrir une galerie. Et j'ai choisi un lieu qui soit ouvert à cette possibilité-là. Est-ce que tous les deux, c'est ce côté humain, j'ai envie de vous dire, on a envie de mettre en lumière aussi les autres quand on ouvre des galeries et qu'on expose des talents? Alors, pour Chantal, comme pour moi, c'est vrai que la galerie Rive Droite, où on a déménagé il y a 3 ans, alors que l'autre galerie a 6 ans d'existence maintenant, en fait, on a créé à la fois des lieux d'exposition, mais on a aussi créé des ateliers d'artistes. Et c'était cette idée de dire, on est arrivé à faire quelque chose avec entre guillemets l'artiste Philippe Buil, et on est arrivé. Vous êtes le moteur. Voilà, on est arrivé. Qui tirait la charrette. Moi, j'ai essuyé les plâtres plutôt. et je vous ai même vu, vous les avez cassés les plâtres. Aussi. et donc maintenant, c'est de vraiment partager cette envie et le fait de dire aujourd'hui on peut vivre de son art comme on peut vivre de sa sculpture, comme on peut vivre d'autres activités, quelles que soient les activités, mais dans les activités artistiques on peut en vivre. Et autant que c'est quelque chose qui est évident dans le monde anglo-saxon, autant dans le monde j'allais dire plus latin, c'est un peu plus compliqué. L'art, c'est un don de Dieu, et un don de Dieu ne se monnaie pas. Voilà, c'est un peu rapide comme schéma, mais c'est le cas. Et moi aujourd'hui, je ne vis que de mon art, et Chantal vit de la galerie, et donc c'est possible. Voilà. Et il y a d'autres galeries à Saint-Étienne qui vivent très bien. Et donc oui, l'idée de donner aux autres, l'idée d'expliquer aux autres comment on a fait, de partager cette expérience, pour nous c'était une évidence. Et c'est pour ça qu'on a en résidence des artistes peintres. Alors on n'a pas d'artistes sculpteurs parce que les lieux font que on n'a pas d'espace, j'allais dire, pour recevoir d'autres sculpteurs. Sinon ça aurait été vraiment le cas. Pour les 6 ans de la galerie, on a invité d'autres sculpteurs, et on aura d'autres sculpteurs tout au long de ce mois de juin et de ce mois de juillet. Et vraiment, il y a pas dans l'art, je le dis, il n'y a pas de concurrence. Il y a que de l'émulation, et par exemple certaines grandes rues à Lyon comme la rue Auguste Comte étaient remplies de galeries, et les galeristes allaient bien les uns à côté des autres. Et aujourd'hui si les gens de la téléphonie le font sur certaines rues de Saint-Étienne où ils sont tous les uns à côté des autres, en galerie ça serait bien si on pouvait être assez serrés les uns les autres. Voilà, c'est un projet à développer, ça. Tout à fait, peut-être. Enfin, moi, j'ai toujours dit que s'il y avait des gens qui venaient rue de la République installer d'autres galeries, je les aiderais très volontiers dans cette démarche. Et s'il y avait des ateliers d'artistes aussi. Surtout qu'il y a des locaux disponibles, il me semble. Il y en a quelques-uns, mais ça se raréfie. Moi, j'aimerais revenir au début. Comment on fait alors? On choisit un emplacement, comment ça se passe? Au départ, vous partez dans l'inconnu calculé, on l'a dit, mais comment on fait? On choisit un lieu, on monte son magasin, enfin c'est pas un magasin, c'est un lieu d'exposition. On a du réseau, comment on fait? Même si j'ai un peu les réponses, mais je veux que vous nous le donniez un petit peu, sans dévoiler la recette miracle, bien sûr.
Bon, la recette miracle, j'en ai pas, mais parce qu'il y en a pas, parce que toutes les galeries ont leur propre particularité. On dit ça de manière assez sympathique dans les galeries. On dit chacun a sa ligne artistique, mais en fait, ça veut dire que chacun a vraiment ses spécialités, et avec ses spécialités, ben, on avance. Une galerie d'art, ce n'est pas un lieu où on vend du prêt-à-porter ou des choses comme ça où on a besoin du passage. En fait, les gens vont venir. Ils vont venir dans la galerie, si tant est qu'on communique avec eux, si tant est que on leur donne de l'information, forcément ils vont venir. Et en fait, à Saint-Étienne, si vous voulez trouver tel ou tel artiste, vous avez qu'une galerie ou deux qui sont capables de vous fournir ce type de choses. Et une autre galerie va fournir autre chose, hein. C'est pas exclusif, hein. Je veux pas dire qu'il y ait qu'une ou deux galeries à Saint-Étienne, au contraire, il y en a beaucoup. Et chacun a sa vraie spécificité. Sylvie, comment ça a démarré, cette histoire de galerie aussi? Vous aviez un réseau, vous aviez déjà des artistes qui tapaient à la porte pour exposer chez vous, vous êtes allé les démarcher. Comment ça s'est passé dans votre cas? Ça a démarré un peu comme un miracle. Donc j'ai choisi par contre moi le lieu, et Philippe l'a dit, une galerie, on fait la démarche pour y aller, on se déplace, c'est pas un magasin, c'est pas une grande surface. Donc j'ai voulu un lieu qui me corresponde, un cocon. J'ai vraiment cherché un... On revient toujours à la chenille alors? On revient à la chenille, de toute façon c'est mon idée du départ. Donc j'ai choisi un lieu où je me sente bien, où je puisse mettre en avant des artistes. Et la galerie Chrysalive, elle est composée de 3 pièces pour les artistes, un grand espace avec un mur en pierre et une ancienne verrière industrielle, et 2 petites salles où chacun des artistes peut s'exprimer avec ce qu'il a de plus intime à montrer au public. Voilà, donc c'est un lieu où la vibration pour moi est importante. Moi, j'ai vraiment besoin d'être dans le concret. Le coaching, c'est du concret. Moi, je crois que je suis une femme du concret, de l'action. Donc, ce lieu, je l'ai choisi, même s'il est un peu excentré. Je pense que j'invite les Stéphanois à faire la démarche de rencontrer des artistes qui viennent parfois un peu plus loin que Saint-Étienne. Les durées d'exposition, c'est la galerie qui choisit, ça se passe comment? Il y a un certain temps, on garde les gens 1 mois, 2 mois, c'est suivant la taille, c'est suivant les opportunités. Comment ça se passe là aussi dans les durées d'exposition, Philippe et Sylvie? Moi, je ne suis pas du tout experte de ça, mais je suis intuitive et puis j'ai conçu mes durées. C'est 1 mois, environ 1 mois ou 3 semaines, et j'expose pour l'inauguration, j'ai eu 7 artistes, ça fait vraiment beaucoup. Maintenant, j'essaye d'exposer 3 artistes à chaque expo. Celle qui est en cours, donc qui se termine le 15 juin, il y a 3 artistes ardéchois. La suivante, il y aura 3 artistes aussi. Quand vous dites Ardéchois, c'est des gens qui vous ont contacté ou vous êtes allé les chercher en Ardèche sans humour? Il me semble que tout à l'heure, j'avais entendu parler de drague, je ne sais plus pourquoi c'était. Mais... c'est moi qui devais déconner, donc ouais, il ne fallait pas faire attention. Mais moi, je suis très très sérieuse parce que... moi, pas du tout. Non, mais moi, je suis sérieuse. Les artistes, je crois que je les drague, c'est-à-dire c'est une histoire de soit de séduction, soit de feeling, on emploie le mot qu'on veut, il faut que ça passe. Ouais, je crois que le mot feeling finalement est bien adapté. Le mot feeling, il va très bien. Je peux pas dire pourquoi les artistes en cours. Gilbert Grève, c'est un monsieur qui a été coiffeur jusqu'à la retraite. Il a 65-66 ans. Ça fait 6 ans qu'il est sculpteur. Il est venu vers moi par l'intermédiaire d'un autre artiste. Et puis voilà, ça s'enchaîne. Ouais, c'est un peu ce qu'on appelle le réseau après. Hein. C'est le réseau, c'est la com. Oui, c'est ça, c'est le réseau. Et vous, Philippe, alors comment ça se passe vous? Alors nous, on a nos ateliers d'artistes. Donc dans les ateliers d'artistes, on a des artistes qui viennent et qui utilisent la galerie comme lieu d'expression et lieu d'exposition. Ceux-là, on les garde à minima 6 mois, et après, on en a certains, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'ils sont avec nous et qui restent parce qu'ils se sentent bien. Juste si je peux vous couper, si les gens restent trop longtemps, est-ce que ça libère pas de la place pour d'autres?
Il n'y a pas un turnover? Non, dans nos ateliers d'artistes, ça représente environ un tiers de la surface. On a 500 mètres carrés, donc un tiers de la surface. Donc c'est pas énorme non plus. Il y a mon atelier, bien entendu, de sculpture où je fais régulièrement des démonstrations. Alors moi, je fais un peu partie des murs, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis après, les artistes, j'allais dire, on va les garder. Les autres artistes en exposition, alors ce sont des artistes locaux, ce sont des artistes nationaux, ce sont des artistes internationaux. Luis Miguel est cubain, il n'a jamais mis les pieds en France, et pourtant nous on l'expose. Et voilà, donc ça peut être loin et pas loin, et on va les garder. En fait, je vais rentrer dans une petite problématique économique. En fait, on n'est à la fois pas un commerce comme les autres, mais on a les mêmes lois. Il faut payer le chauffage, il faut payer le loyer, il faut payer les gens qui sont là. Le fonctionnement, etc. Et donc, à un moment donné, nous, on se donne le droit de garder un artiste tant qu'on le vend bien. Et tant qu'on le vend bien, à la limite, il est content parce qu'il touche des sous, et nous, on est content parce qu'on fait fonctionner la boutique, mais on l'a choisi parce qu'on l'aime. Voilà. Sinon, le premier critère avec Chantal, c'est est-ce que ça me fait vibrer ou pas. Je dis toujours, quand j'arrive devant une œuvre, est-ce que ça fait boum boum ou est-ce que ça fait pas boum boum. Ça veut dire que si vous voyez une œuvre qui est réputée, qui a un grand nom mais qui vous plaît pas, vous la prenez pas? Non, on la prendra pas. C'est vraiment un sentiment d'amour. Ouais, on vend du sentiment, on vend de l'émotion, on vend et associer vendre et émotion n'est pas une problématique dans ma tête. Et si il n'y a pas cette émotion, on prendra pas l'artiste. Voilà, c'est très clair. Est-ce qu'il arrive parfois que vous avez un conflit avec votre compagne et que vous n'êtes pas d'accord sur l'œuvre ou l'artiste? Assez rarement. À ce moment-là, on tranche à deux. On prend un troisième pour vous départager. On tranche à deux. Non, en revanche, on se donne pas le droit de garder un artiste que l'on ne vend pas, même si Chantal et moi, on l'adore. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on n'a pas la population, on n'a pas la clientèle pour mettre en face de ses œuvres. C'est pas qu'il est mauvais, c'est pas qu'il est bon, c'est pas c'est tout simplement. Et donc à ce moment-là, on va pas garder un artiste qui, j'allais dire, ne va pas, j'allais dire, pour lui et pour nous, vendre des œuvres. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure plutôt de complémentarité que de concurrence. Si vous voyez, je ne sais pas, il y a plusieurs galeries donc à Saint-Etienne, si vous allez un jour chez Chrysalide, ou si peut-être vous êtes déjà allé, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît? Est-ce que vous êtes tenté de dire j'aimerais bien l'avoir dans ma galerie, ou alors c'est quelque chose qui ne se fait pas, ou alors comment sont les choses là? En football, on parle de transfert, mais là, comment ça peut se passer? On peut avoir un accord, ou on peut se piquer quelqu'un, ou alors finalement on est complémentaires, donc on fait ça en bonne intelligence? Alors nous, c'est assez clair. Quelqu'un qui a exposé récemment dans une galerie ou dans un lieu à Saint-Étienne ou pas très loin, nous à la galerie on le prendra pas. Même si ce qu'il fait, ça vous enchante, ça vous émerveille? Alors on peut peut-être prévoir de le prendre dans 1 an, 2 ans, mais pas tout de suite. Laisser un peu de temps pour qu'on... laisser un peu de temps et puis l'envie de montrer des choses nouvelles. Mais parce qu'il y a aussi ce côté commercial aussi, c'est pour ça que je pensais à ça. Oui, mais si une autre galerie l'a exposé il n'y a pas longtemps, j'allais dire, on joue plus notre rôle d'amener des nouveautés sur le territoire stéphanois. Donc, vous voulez dire que j'ai posé une question bête? Non, j'ai pas dit ça. Je me permettrai pas, Gilles. mais non, mais vraiment, c'est pour nous, c'est important. Nous, on a des artistes qui sont venus nous voir en nous disant, j'expose déjà à Saint-Étienne dans telle ou telle galerie. On leur a dit, déjà finissez le contrat que vous avez avec cette galerie, c'est la moindre des choses. Et ensuite, laissez passer un peu d'eau sous les ponts. Et puis après, on verra ensemble si on peut faire quelque chose. Voilà. Mais en aucun cas, nous, on ira. On a une forme d'éthique et des artistes, il y en a beaucoup. C'est aussi d'aller les chercher, les dégoter et de les amener aux Stéphanois et de les montrer aux Stéphanois et de montrer des perles parce qu'il y a vraiment des perles sur le territoire stéphanois, mais sur le territoire français aussi. Et sur le territoire stéphanois, il y a des perles qui ne s'exposent pas. En fait, ils n'exposent pas leur travail. Et pour autant, c'est très chouette ce qu'ils font. C'est vraiment très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous contactent, justement, qui passent la porte et qui viennent vous voir ou qui vous contactent pour vous proposer des œuvres? Ou alors c'est quelque chose finalement de relatif? On reçoit 3 à 4 demandes de jour.
Ah ouais, et vous, Sylvie, c'est les débuts, je sais bien, Alors c'est pas moi, la même importance, mais j'ai pas les épaules de Philippe encore, mais il est beaucoup plus costaud, il je est beaucoup constate, plus je costaud, constate, c'est vrai. ouais. Donc moi, j'ai quelques demandes, quelques-unes, voilà. Et vous, c'est des gens de la région ou ça peut venir de toute la France? Là, on a parlé de l'Ardèche tout à l'heure. Alors, on a parlé de l'Ardèche, j'ai eu d'artistes vendéennes, je vais avoir un artiste parisien. S'ils ne sont pas de Saint-Étienne, c'est plutôt intéressant pour moi. J'ai envie aussi de faire découvrir Saint-Étienne à des artistes et de dire que sur Saint-Étienne, il y a des belles choses qui se vivent du point de vue artistique. Je pense à la Biennale du Design l'année prochaine. Et j'ai vraiment envie de faire découvrir Saint-Étienne sous ses beaux côtés parce qu'il y a beaucoup de belles choses à vivre Tous ces avec gens les Stéphanois. qui arrivent de l'extérieur, je pense à Mystique, on avait croisé chez vous il n'y a pas longtemps. Quelle est la réaction qu'ils ont quand ils vous parlent de Saint-Étienne? Est-ce que quelle est l'attitude qu'ils ont par rapport à la ville? C'est une découverte ils sont séduits par la ville, ils sont surpris, ils avaient une image différente. Comment ils vous parlent? Parce que vous avez le temps de parler pendant tous ces moments-là. Oui, on a le temps de parler. Donc, Misty, l'artiste vendéenne, elle a été très, très agréablement surprise parce qu'elle a eu un super accueil. Elle était en Airbnb, pas très loin de l'Opéra de Saint-Étienne, des gens hyper accueillants. Elle a vécu un beau vernissage avec beaucoup de monde qui l'ont sollicité, questionné, interpellé. Elle a découvert un peu Saint-Étienne, le centre-ville. Elle a eu envie de revenir. Je pense que si Philippe lui demande peut-être dans quelques années, comme il laisse passer des années, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, elle sera peut-être dans la galerie rue de la République. Philippe, vous allez aussi démarcher les gens à l'extérieur, vous allez voir dans les autres villes, j'ai même l'impression dans les autres pays ce qui se passe. Alors moi c'est un peu différent, c'est une telle passion, que ce soit Chantal ou moi, on fonctionne sous le mot de la passion et de l'émotion. Donc moi je me vois pas aller quelque part sans forcément aller voir les galeries d'art, sans forcément aller voir les beaux monuments et sans aller voir les artistes, quoi. Donc ça me vient même pas à l'idée. C'est plus presque du tourisme culturel, si je puis dire, mais voilà, ma vie c'est ça. Souvent les gens ils me disent ouais, et quand tu prendras ta retraite tu feras quoi? Je prendrai pas ma retraite. Voilà, que les choses soient claires, je vais sculpter le plus longtemps possible, et puis quand je pourrai plus sculpter, je prendrai un pinceau et je peindrai. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce que je dis, c'est dans les gènes. Hein. C'est pas, moi je me vois pas m'arrêter, quoi. Voilà, il y avait un très grand peintre, Marc Chagall, qui disait, mais moi me parlez pas de la retraite c'est quand je serai mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et lui disait ça, et moi je me reconnais tout à fait dans ces mots-là. C'est je ne m'arrêterai pas. Voilà. Alors après, bien sûr, la sculpture c'est lourd, c'est dur. Et peut-être je peindrai. Voilà. Ma mère n'a pas arrêté. Hein. Ma mère est devenue une championne du patchwork moderne. Vous me direz si c'est la deuxième question bête, mais je ne sais pas si vous vous baladez. J'imagine, vous êtes en Espagne, vous tombez sur une œuvre qui vous fascine. Vous allez voir l'artiste, vous dites je voudrais l'exposer dans ma galerie à Saint-Étienne. Est-ce que ça se passe comme ça? Et est-ce que les artistes vous disent mais Saint-Étienne c'est quoi? C'est où? Vous êtes qui? Est-ce que ça se passe comme ça? Bah oui, ça se passe souvent comme ça, c'est-à-dire on fait les salons, les galeries, etc. On prend les noms. Bien sûr, il y a toute une recherche derrière, hein, parce que il s'agit de savoir si l'artiste va coller à la ligne artistique de la galerie, si notre marché est possible aussi. Hein, voilà. Il y a certains artistes que j'adore et pour autant je les exposerai pas parce que leurs œuvres sont inabordables pour ma galerie. Voilà, peut-être pour une galerie à Courchevel. Il faut bien se souvenir qu'on est à Saint-Étienne. Hein. Voilà, c'est peut-être possible, mais pour une galerie à Saint-Étienne, il y a un très fort potentiel à Saint-Étienne. C'est pas ce que je veux dire, mais ce potentiel s'exprime peut-être pas dans les galeries stéphanoises, peut-être s'exprime un petit peu plus loin, un petit peu ailleurs, un petit peu plus caché. Et dans l'autre sens, puisqu'on on est un peu en train de parler de pouvoir d'achat, est-ce que vous avez des gens d'autres régions qui viennent dans votre galerie voir les œuvres des Lyonnais, des gens d'Annecy, des gens de Grenoble? Vous savez ça? Alors nous maintenant, avec la taille de la galerie, oui, on a des gens qui viennent de loin, qui viennent à 3, 4 couples, 5 couples, qui mangent un morceau à Saint-Étienne et qui viennent passer l'après-midi à la galerie. Mais il y a 500 mètres carrés. Il y a 500 mètres carrés, il y a peut-être une trentaine d'artistes. S'ils me préviennent avant, je leur fais une démonstration, on fait une pièce ensemble. Donc j'allais dire, forcément, on crée une offre
une offre que l'on n'avait pas forcément quand on avait la galerie Rive Gauche. On a toujours la galerie Rive Gauche, mais quand on n'avait que la galerie Rive Gauche, qui elle faisait 80 mètres carrés. Et donc on n'était pas sur le même domaine. Les gens ils font 80 mètres carrés, c'est facile, on fait le tour en 1 heure. S'il faut venir à Saint-Étienne pour faire un tour d'1 heure, c'est pas forcément le bon truc. Alors que si on va plus loin et si on a plus une taille plus importante, on peut rester 2 heures, 3 heures à la galerie. C'est tout à fait possible. Une dernière question avant notre deuxième pause musicale. On voit chaque fois des vernissages. Est-ce que c'est quelque chose de relationnel? C'est quelque chose d'obligatoire? Ou alors ça fait partie du folklorique, tous ces vernissages où on voit beaucoup de gens qui viennent manger des petits gâteaux et boire un verre? Et qui forcément, des moments, on a un peu, j'allais entre guillemets, un peu rien à taper de ce qu'il y a après le mur. Alors, c'est d'abord un Je moment... vous vois sourire, donc Oui, parce je suis qu'il peut-être pas loin de la vérité. Il y a un mot que j'ai pas trop aimé. Non, un vernissage, c'est un moment de convivialité, c'est un moment de partage, d'échange, où on peut se dire, on peut se regarder. Moi, j'ai beaucoup d'admiration déjà pour les artistes qui s'exposent, parce que s'exposer, c'est s'offrir au regard de l'autre et à la critique. Et moi, dans mon rôle de galeriste et de coach, justement, j'encourage à cette audace-là de se laisser regarder, quoi, d'accueillir la critique de l'autre. Et le vernissage, c'est un temps, justement, où on peut vivre cette convivialité, cette simplicité dans la relation. Boire un verre, oui, ça aide à parler plus librement avec un visiteur, ça aide à parler avec un élu qui vient à la soirée. Voilà, c'est cette simplicité-là, le vernissage. C'est plus facile de se dire autour d'une table, d'échanger, que si on se trouve debout comme ça, sans partage, quoi. Ça facilite les relations, un vernissage. Même conclusion, Philippe? Oui, le vernissage est un moment de convivialité et qui, j'allais dire, permet de casser un certain nombre de tabous, qui est celui de passer la porte d'une galerie. Et donc du coup, comme il y a du monde, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, c'est une vraie rencontre avec l'artiste, parce que les artistes, ils sont pas là à 100%, puisque justement, ils ont un galeriste, donc leur job, c'est pas de rester là, et c'est d'aller créer, en fait. Hein. Et donc du coup, ça permet vraiment de voir l'artiste, de pouvoir discuter avec lui, en sachant qu'il y a certains artistes, on les a une fois à l'exposition. J'allais dire, nous, on a le privilège d'accrocher avec eux et de faire le vernissage, mais pour les gens, ils le verront qu'une fois, ou la verront qu'une fois, le temps du vernissage. Mmh. Alors, on va faire notre deuxième pause musicale. C'est Sylvie, je dis pas de bêtises. Vos goûts musicaux, c'est quoi? Parce qu'on est dans la culture. Alors, mes goûts musicaux, moi, je vais être dans des choses assez classiques, des choses un peu religieuses aussi. Je vais beaucoup aimer Mozart, par exemple. Je vais beaucoup aimer Bach, des choses très classiques. Et puis, j'aimais aussi beaucoup Morane. Je m'appelle Sylvie. Alors, pour Sylvie Vartan. Voilà, Sylvie Vartan. Donc, j'ai une maman qui me chantait Johnny Hallyday avec son fer à friser à la main, qui me faisait du Gabriel. Donc, on allait voir, par exemple, un concert de Johnny avec maman et ma fille. Voilà, ça, c'est c'est des artistes. Et si je vous parle d'Indochine, ça vous éveille les sens? Oui, alors Indochine, non, ça m'éveille pas trop les sens. Non, allez, on écoute Troisième Sexe. On écoute quand même. On écoute Troisième Sexe et on revient juste après. Un retour de mes meilleures années. Cette semaine, on est dans la culture, la sculpture, les vernissages, la peinture, enfin tout un tas de choses qu'on a évoquées pendant cette heure de mes meilleures années avec Philippe Buil et notre invitée surprise Sylvie Jourget. Alors, il est déjà l'heure de conclure. On voulait parler aussi d'un petit sujet. Philippe, vous m'avez dit hors antenne, vous avez réalisé 4 sculptures du buste de Loïc Perrin, capitaine stéphanois. Comment ça s'est passé cette aventure ? Oui, tout à fait. Donc moi, mes sculptures partent soit de modèles que je réalise moi-même en plâtre, soit ils peuvent être prises directement sur la personne. Et donc Loïc, par l'intermédiaire de Cœur Vert, s'est lancé dans l'aventure avec moi. Et donc, entre guillemets, j'ai recouvert Loïc de plâtre et j'ai fait ainsi 4 bustes, dont 2 sont chez des collectionneurs. Un, évidemment,
moment chez Loïc, et le troisième est toujours en vente et pour l'instant trône chez Monsieur le maire dans son bureau. Voilà, donc ça a été une aventure formidable, une aventure qui passe par cœur vert, et surtout une aventure dans le sens où Loïc apporte vraiment des valeurs stéphanoises très fortes, de loyauté, de tranquillité, de douceur, voilà. Et ça a été un moment très très intéressant de travailler avec Loïc sur ce projet. Je sais pas si c'est ce que je viens de réaliser là pour rester dans l'humour. J'ai compris pourquoi vous avez jamais fait de buste de moi, parce qu'il aurait fallu trop de matière. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi Elodie Clouvel. Voilà. Ça doit être beaucoup plus agréable, je pense. Sylvie, vous avez aussi quelque chose pour conclure. Vous avez une date à nous donner ? Alors, le prochain vernissage, le samedi 16 juin, en présence de 3 artistes. Alors, j'ai écrit les noms parce que c'est des noms un petit peu compliqués. Jacqueline Visqueno, donc Jacqueline, une artiste de 81 ans qui arrive de la Drôme et qui a commencé à peindre à 60 ans. Jacqueline Winster et Irène Kopczynski. Donc ça, c'est le vernissage, c'est le samedi 16 juin à partir de 19h. Et redonnez-nous l'adresse de la galerie. Alors la galerie, c'est 4 montées de Vourla, c'est en face de la tour du Crédit Agricole de Bergson et à l'arrêt de tram Geoffroy Guichard. Allez, on viendra vous voir. Philippe, Merci. Il y a des choses à annoncer dans les semaines et dans les mois qui viennent ? Juin et juillet, on va consacrer une exposition à une trace impermanente. Donc le mot trace et impermanence en général ça se met pas ensemble, mais là on est vraiment dans cette notion-là, et où on a invité 4 artistes stéphanois à venir proposer leur travail, mais vraiment sur ce thème-là. Donc il y aura un thème de l'archéologie, il y aura un thème de la trace, il y aura un thème de la trace laissée dans le corps, voilà, et il y aura notamment de grands sculpteurs. Il y aura un très grand sculpteur stéphanois qui a fait la place du bicentenaire. Donc on n'entrera pas la sculpture du bicentenaire chez nous parce qu'elle fait 14 mètres de long et 10 tonnes, mais il aura un certain nombre de ces sculptures et puis deux autres artistes stéphanois à venir voir à la galerie. Et vous continuez de sculpter tous les jours. C'est combien d'heures par jour ? Par jour, je compte pas en fait. J'y suis en général sur le coup des 9h et je pars à 19h. Donc avec la pause déjeuner, voilà, ça fait un certain temps. Il n'y a jamais une lassitude ? Non, il n'y a pas de lassitude parce que en fait le monde de l'art c'est un monde de découverte. Et là aujourd'hui je faisais surtout du bronze et de l'acier, et là maintenant je vais de plus en plus orienter mon travail vers de la couleur et notamment des œuvres à découvrir justement lors de cet anniversaire des 6 ans. Quand on a réussi à s'imposer à Saint-Étienne avec votre galerie rive droite et rive gauche, est-ce qu'on n'a pas envie d'aller un peu plus loin, à Lyon, à Grenoble, à Marseille, à Paris ? Alors après on a des partenariats, tout simplement je suis représenté dans des galeries à Cannes, à Honfleur, à Paris, à Versailles, 9 galeries au Canada, en Suisse, à Chicago, voilà. Donc vous êtes une star. Et j'en sais rien, je sais pas. je connais une star, elle est en face de moi. En tout cas, c'était très agréable de vous avoir tous les deux au micro de Loire FM. On a appris plein de choses. J'espère que les auditeurs ont été très intéressés aussi par cette émission. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas, Philippe, vous avez trouvé comment ? Moi j'ai adoré, franchement. Voilà. J'aime en fait les gens qui te font te passionner pour un truc sur lequel au départ t'as pas trop envie d'y aller. Voilà. En fait, tu les écoutes et puis tu te prends au jeu. Eh ben, on est d'accord. En tout cas, merci beaucoup Philippe d'être venu. Avec grand plaisir. On a tenu notre engagement. On a eu du mal à trouver un agenda, mais on l'a eu. Sylvie, merci beaucoup aussi. On se reverra. Et puis, nous, comme toutes les semaines, à la semaine prochaine.